Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Cette phrase qui résume un petit peu l'état d'esprit des étudiants algériens en 1956 traduit toutes leurs convictions quant à la nécessité de rejoindre massivement la lutte de libération nationale. Le 19 mai 1956, à l'unanimité, les étudiants de la faculté d'Alger, de la section de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, font appel à la grève générale et à la désertion des amphithéâtres. Ils vont ensuite rejoindre massivement les maquis de l'ALN. Pour revenir sur cette date importante de notre histoire, fait unique dans l'histoire des peuples en lutte pour leur indépendance, j'ai le plaisir de recevoir un ancien membre de l'Union générale des étudiants musulmans algériens du GEMA, M. Nordine Djoudi. M. Nordine Djoudi est également un diplomate chevronné. M. Nordine Djoudi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir. Fait unique dans notre histoire et dans l'histoire, peut-être de tous les peuples qui luttaient à l'époque pour leur indépendance, cette décision d'aller massivement, de boycotter plutôt les études et d'aller renforcer les rangs de l'ALN. La révolution algérienne a été un cas unique dans l'histoire. Il y a eu plusieurs révolutions, mais la révolution du 1er novembre 1954 a eu cet avantage de créer une réaction unanime de tous les secteurs du peuple algérien. Les massacres du 8 mai 1945 ont été non seulement un traumatisme profond, mais ça a été un déclencheur de l'esprit nationaliste et de l'esprit de lutte pour libérer notre pays de la sauvagerie de la colonisation. À l'époque, nous étions des étudiants qui n'avaient pas pu faire leurs études à Alger en raison du racisme qui prévalait ici, et on a été forcés et contraints d'aller à l'étranger pour étudier. Mais malgré tout, et avant le déclenchement de la Révolution, nous étions déjà imprégnés du sentiment national qui était déjà diffusé par un certain nombre de partis comme le PPA, etc. Et à ce titre-là, nous avions d'abord été, avec nos amis tunisiens, nous étions dans la même organisation qui s'appelait l'Ayman. Ça fait que nous avons été obligés de reconsidérer notre position vis-à-vis de cette organisation. Et le déclencheur a été précisément, beaucoup de gens parlent de Paris, mais en réalité, l'UGMA est né, comme vous l'avez bien souligné, elle est née ici, à Alger, et nous avons toujours des témoins vivants, comme mon ami Sissar El-Khoubi, qui a été l'un des fondateurs. Oui. Et au plan du sacrifice, je crois que les étudiants ont fait un sacrifice immense, de deux manières. Oui. Sacrifice de leurs études et parfois aussi le sacrifice de leur vie. Oui. Et j'ai eu le privilège d'avoir été à l'époque tout jeune, étudiant à Montpellier. Donc j'ai pu voir un peu ce qui s'est passé lorsque le GEMA a été créé. Parce que par la suite, j'ai dû compléter mes études à Londres. Et lorsque le GEMA a été créé, il y a eu d'abord une petite polémique. Ouais. Certains qui pensaient que non, c'était un gros sacrifice, que les études nous donnaient une espèce de supériorité par rapport aux colons, etc. Mais l'écrasante majorité des étudiants a très bien compris le sens de l'engagement de l'UGMA. Et à ce titre-là, je tiens à rappeler qu'il y a eu un travail remarquable qui a été fait à l'époque par quelqu'un qu'on oublie souvent, c'est Mohamed Khmisti, qui a été notre premier ministre des Affaires étrangères. Mohamed Khmisti a fait un travail remarquable dans la mobilisation des étudiants. Là, c'était à Montpellier, justement. Oui. Alors, ce qui a été le génie de cette révolution, c'est la révolution a su mobiliser les Algériens, quelle que soit leur région, leur ethnie ou même leur religion. Et je tiens à rappeler par exemple que
Lorsque j'étais à Montpellier, j'avais rencontré des gens qui étaient certains en terminale, d'autres qui faisaient leurs études. À ce titre-là, nous avions les anciens qui nous dirigeaient, c'était le professeur Lazraq, rahimahullah, mon frère aîné, rahimahullah, et puis d'autres jeunes qui plus tard sont devenus d'éminents professeurs, comme le professeur Mohamed Toumi, que nous avons perdu récemment. Nous avons eu Mustafa Al-Aliam, etc. Alors, il s'est posé un choix pour les étudiants. Au niveau de l'UGMA, l'engagement sur le plan moral était là. Maintenant, il fallait savoir comment aller concrétiser cet engagement. Il y a eu deux formes d'engagement. Il y a eu celle qui consistait, à l'appel du FLN, d'essayer de créer ce qu'on appelait la diplomatie de guerre, c'est-à-dire de jeunes étudiants qui, étant sur place dans différentes capitales européennes, on leur a demandé de créer des bureaux du FLN pour expliquer ce qu'était notre lutte de libération. Parce que la France avait imprimé, de manière générale au plan international, le fait que l'Algérie n'a jamais existé et que c'était une partie de la France. Peu importe ce ridicule dispositif qui fait que, par exemple, on nous traitait de Français, mais sur le plan administratif, il y avait 3 départements français dans le nord et le sud de l'Algérie était sous régime militaire. Je ne vois pas comment Marseille ou la Gironde n'étaient pas sous régime militaire. Donc il y a eu surtout un grand engagement vers les rangs de l'ALN. Par exemple, je parlais tout à l'heure du professeur Toumi. Le professeur Toumi a fait un travail remarquable au niveau du corps médical de l'ALN qu'il a créé, encouragé. C'est Mustafa Al-Aliam, qui était un éminent ophtalmologiste, qui était dans la Wilaya 3, professeur Lazarek, la Wilaya 5, etc. Et tous ces gens-là se sont engagés au niveau de l'ALN. Et là, j'ai un exemple tout à fait particulier auquel je tiens beaucoup et qui est remarquable, qui prouve indiscutablement que la révolution algérienne a tenu compte essentiellement de ces enfants, quelle que soit leur région, ou même leur religion. Oui, exactement. J'ai rencontré à Montpellier un jeune Français originaire de Sétif qui s'appelait Sylvain Brett. Et ce jeune Français partageait sa bourse avec un autre étudiant algérien qui n'avait pas de moyens pour étudier. Bon, moi j'ai quitté, je suis allé à Londres terminer mes études, et des années après, lorsque j'ai été nombreux aux affaires étrangères, je rencontre un jeune, j'étais surpris, je lui dis « Sylvain, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et il me répond dans notre dialecte « Est-ce que tu es à... » « أنا ما اسمنيش Sylvain, اسمني أمين زيروت. » Il a rejoint le maquis et il est devenu capitaine de l'ALN. C'est dire, yani, toute la valeur de l'orientation du FLN à l'époque pour la lutte contre le colonialisme, quelles que soient nos origines. Voilà. Alors, en 1955, vous étiez donc à Londres. En 1955, je complétais ma formation parce que j'étais destiné à être un professeur de langue et de civilisation anglaise. Oui. Donc, et là, vous avez tenu à adhérer immédiatement à l'UGMA. Absolument, parce que l'esprit était là. Parce que, vous savez, je n'avais que 11 ans lorsqu'il y a eu les massacres du 8 mai 1945. Et à cet âge-là, j'ai été traumatisé. Comme tous les jeunes Algériens d'ailleurs. Et je me souviens de cette parole historique du regretté président Boumediene, originaire donc de Guelma, et qui avait dit, le 8 mai 1945, nous sommes passés de l'enfance à la maturité. C'est-à-dire que déjà, nous avons été tellement traumatisés que nous avons pris une espèce de conscience politique, alors qu'on était à l'âge de jouer au ballon. Donc, je terminais mes études, et là, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu cette idée géniale de Lamine de Barine, qui est dans le cadre du combat. Ouais. Et ça, il faut peut-être préciser, le génie du FLN, ça a été de comprendre que dans une guerre asymétrique, c'est-à-dire une ALN qui avait des moyens limités, ou très peu de moyens, face à une grande puissance militaire, appuyée par la France,
appuyé par l'OTAN, comme Netanyahou aujourd'hui est appuyé par les mêmes forces. Bon, il fallait trouver le moyen, non pas de battre la France militairement et d'avoir un deuxième Dien Bien Phu, qui était une référence. Les conditions étaient différentes, tout à fait différentes. Nous n'avions pas l'avantage d'avoir derrière nous des frontières avec une grande puissance comme la Chine, comme l'Union soviétique, etc. Alors il fallait trouver une formule. Et le génie des hommes qui ont décidé du déclenchement de la Révolution, ça a été de dire nous ne pouvons pas, militairement, nous ne pouvons pas avoir un deuxième Dien Bien Phu. Nous pouvons accrocher les Français et les battre. C'est ce que l'ALN a fait. Il y a eu des accrochages historiques où l'ALN a tué quantité de soldats coloniaux. Mais l'objectif était de faire en sorte que le combat de l'ALN et la résistance du peuple algérien soient tels que la France soit amoindrie politiquement, diplomatiquement, économiquement, que la France soit à un degré de faiblesse tel qu'elle n'aurait pas d'autre voie de sortie que celle de négocier avec le FLN. Donc l'objectif, c'était la forcer à négocier, faute d'un deuxième Dien Bien Phu. Et je précise d'ailleurs que De Gaulle voulait garder l'Algérie française. De Gaulle finalement a accepté de négocier. Pourquoi ? Pas par amour pour l'Algérie, mais simplement par nationalisme français. Il a vu l'état de déchéance de son pays et il a voulu l'arrêter. Il a dit, on ne peut pas continuer comme ça parce que la France va devenir une petite nation. Et c'est là le génie de la révolution algérienne. Vous adhérez donc en 1955 à l'UGMA et tout de suite après, on va vous charger d'une mission bien précise, M. Jouty. J'ai été contacté. Oui. D'ailleurs, à Londres, j'étais pratiquement le seul étudiant algérien. Et j'avais, pour essayer un peu, bien avant ça, j'avais essayé d'avoir des contacts avec des gens qui soient de ma région. Il n'y avait personne, sauf certains Chérif Guellal, rahimahullah. Oui. C'était le seul que j'ai trouvé là-bas. Avec le déclenchement de la Révolution, Chérif m'a contacté pour me dire qu'il devait quitter Londres, sans autre précision. Personnellement, on m'a contacté et on m'a demandé de me rendre un certain jour, de prendre l'avion et de me rendre à Madrid, mais de ne pas sortir de l'enceinte de l'aéroport de Barajas. Et c'est là qu'un envoyé du docteur Lamine de Barin m'a dit, voilà, nous avons besoin de jeunes qui puissent expliquer ce qu'est la révolution. Est-ce que vous seriez disposés à nous aider parce que nous n'avons pas d'anglophones sur place. Et je leur ai dit, évidemment, il ne s'agit pas de vous aider, c'est un devoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être représentant du FLN à Londres. Pendant 2 ans, jusqu'à ce que les Français me manipulent les choses de telle manière que j'ai été obligé de quitter Londres. Alors, à Londres, vous avez réussi cette prouesse donc, de sensibiliser même certains militants, certains leaders du parti conservateur et puis par la suite du parti travailliste, n'est-ce pas? Je n'avais pas de véritable expérience d'action politique sur le terrain, à part l'expérience du scoutisme. Je suis musulman algérien, mais autrement, il fallait que je trouve par moi-même les moyens de remplir ma mission. Et ça, je l'ai eu grâce à un collègue que j'avais là-bas à Londres, qui appartenait à la 4e nationale, au trotskisme, mais qui a découvert tout d'un coup qu'il y avait un jeune qui parlait du FLN. Et par lui, j'ai eu par la suite à gagner l'amitié de 3 parlementaires britanniques de poids. Fenner Brockway, Anthony Wajubden, qui d'ailleurs a été décoré par l'Algérie et dont le fils est actuellement parlementaire en Grande-Bretagne, et Madame Barbara Castle, qui est devenue par la suite ministre dans un gouvernement travailliste. Donc ces trois parlementaires m'ont aidé à diffuser
à faire connaître notre révolution et surtout à casser le soutien que l'on accordait au MNA. Et un jour, on m'a demandé de me rendre à Westminster, où les députés ont leur salle, et je me trouve nez à nez avec un certain Moulay Merbah, le bras droit de Msali à l'époque. De Krim Khas. De Msali. Et là, évidemment, j'avais un avantage de Msali. J'avais un avantage sur lui, c'est que moi, je parlais l'anglais. Pas simplement parler l'anglais, mais connaître la mentalité des Anglais. C'est ça qui est important. La langue n'est qu'un véhicule. Alors, face à lui, j'ai dit devant les parlementaires britanniques qui étaient là, je leur ai dit, écoutez, c'est le moment d'inscrire votre action dans l'histoire. Je vous fais remarquer une chose très simple. Ce monsieur en face de moi est venu de Paris avec une protection policière française. Moi, je viens de chez moi. Et ceux qui combattent, ce sont mon peuple en Algérie. Ce n'est pas le MNA installé à Paris. Et ce jour-là, les députés ont décidé de couper toute relation avec lui et les gens de la 4e internationale aussi. Donc il y a eu ce travail au niveau de certains parlementaires, mais j'ai surtout axé mon travail au plan des universités, où il y avait beaucoup d'étudiants africains. Et c'est là que j'ai pu commencer mon action en Afrique, commencer à les sensibiliser. Et comme par hasard, vous savez, j'ai même manifesté dans une manifestation des Chypriotes pour l'indépendance. Parce qu'il fallait quand même que les Chypriotes sachent qu'ils ne sont pas seuls, que nous aussi, nous ne devons pas être seuls. L'anticolonialisme n'était pas simplement un simple slogan. Exactement, exactement. Donc il y avait eu ce contact avec nos frères africains. Ça m'a beaucoup aidé par la suite lorsque j'ai été nommé diplomate. Vous évoquez les Africains. Nous savons que les Africains, l'élite africaine, c'est-à-dire les étudiants, ils ont pris conscience au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc autour de présence africaine, etc., autour de Césaire, Senghor, des gens en 46, 47, avec la... Oui, mais il y avait quand même des nuances. Il y avait ceux qui étaient autour, évidemment, de Aimé Césaire, Senghor, etc., mais qui restaient quand même un peu, comment dirais-je, sur le plan intellectuel, qui restaient encore assez francophones. Il y avait deux tendances. Assez francophones. L'autre tendance était une tendance nationaliste. Nationaliste, oui. Et c'est des gens qui ont découvert, par exemple, Frantz Fanon. Voilà quelqu'un des Antilles qui, au contact du peuple algérien, s'est complètement mobilisé au service du FNL. Donc il y a eu cette approche. Maintenant, parmi les étudiants africains, ou plutôt non algériens, il y avait quelques Vietnamiens avec lesquels nous avons célébré un certain 7-8 mai 54, la victoire de Dien Bien Phu. Mais il y avait aussi des gens qui étaient des étudiants africains qui étaient contre le mouvement colonial de manière générale. Par exemple, les étudiants originaires de Tanganyika, qui était mon premier poste, la future Tanzanie, eux connaissaient bien ce qui s'était passé au Kenya avec Mao, donc, et qui connaissaient leur histoire, comment l'Afrique de l'Est a été colonisée à la fois par les Allemands, notamment au Togo, à la fois en une partie de la Tanzanie, et puis qui n'ont pas oublié les massacres de l'Allemagne dans ce qui sera plus tard la Namibie. Donc il y avait déjà au niveau de la jeunesse africaine, il y avait déjà un ferment qui a été, comment dirais-je, qui a été pratiquement symbolisé par la lutte du peuple algérien. Pour une fois, les Africains ont dit, voilà un pays, un peuple africain qui ose affronter une puissance. C'est par exemple ce que nous avait dit Mandela lorsqu'il est venu nous contacter à l'état-major de la LN, lorsqu'il nous a dit, écoutez, on a découvert que non seulement nous souffrions de l'apartheid, mais qu'il y a une forme d'apartheid en Algérie. En Algérie. Le fait que nous soyons des indigènes, pas des citoyens. Et il a dit,
non, vous êtes un exemple pour nous. Vous êtes un exemple parce que vous avez osé affronter une puissance blanche. Colonialiste. Ce qu'ils souhaitaient faire au niveau du régime d'apartheid. Donc il y avait déjà ce sentiment, il fallait simplement l'encourager. Il ne faut pas oublier aussi que le colonialisme, quelquefois, fait des erreurs terribles. Oui. À la suite du 8 mai 45, il y a eu à Madagascar, le 25 avril Oui, 1947, oui. des massacres. Oui. Et le colonialisme a eu la bêtise d'exiler les nationalistes algériens à Tamataf, Oui. d'exiler Msaleh Haj à Brazzaville, et d'exiler la reine Rana Abdel III, qui a résisté aux Français ici à Alger, Oui. et le roi Benanzin du royaume du Bénin à Blida. Donc il y a eu, à ce moment-là, inconsciemment, le colonialisme a permis un contact direct entre tous les des peuples peuples, qui étaient séparés par la distance. Et c'est là que, par exemple, que ceux qui entouraient la reine Ranaval ont commencé à voir le mouvement nationaliste algérien. Comme nos gens disaient, mais qui c'est cette reine? Et ils ont appris, on leur a appris que c'était un peuple qui aussi avait souffert des massacres. Donc il y a eu cette espèce d'osmose qui a démoli la propagande française qui disait que le Sahara séparait l'Afrique blanche d'Afrique noire. Et ce rapprochement est devenu effectif grâce justement à l'apport de l'élite estudiantine notamment. Exactement, parce que le ferment était là. Ouais. Le ferment était là, donc on a pu expliquer comment l'Algérie, d'ailleurs l'un des arguments que nous avons développé et que nous avions appris déjà et que j'ai appris encore avec plus de détails dans les rangs de la LN, c'est de dire que notre mouvement de libération n'est pas inscrit simplement dans nos frontières, que nous savons qu'au-delà de nos frontières, il y a une Afrique qui souffre. Et par conséquent, ce que nous cherchons à faire, c'est nous libérer et dans le même temps d'essayer de libérer nos frères ailleurs en Afrique. Et c'est pourquoi, dès 1958-59, l'ALN a ouvert ses camps d'instruction à de futurs combattants subsahariens, notamment en provenance d'Angola. Par la suite, après l'indépendance, évidemment, c'est l'engagement direct. On a formé de futurs présidents. Mais j'aimerais justement revenir sur cet épisode. Donc, vous allez quitter Londres pour rejoindre l'état-major de l'ALN. Et là, vous allez découvrir également qu'il y avait, que ce soit au niveau de l'état-major ou bien au niveau du ministère des liaisons générales de l'armement, donc un certain nombre d'étudiants qui ont rejoint à partir de 1956, que ce soit l'état-major ou bien les transmissions, n'est-ce pas? Oui, il y a eu d'abord, une espèce de mouvement massif, un engagement massif des étudiants algériens à partir de 1955. Je citais tout à l'heure le professeur Toumi, rahimahullah, qui a tout de suite été rejoindre la Wilaya 4. Mustafa Laliam a rejoint la Wilaya 3. Amin Zirout, ex-fils de Kolo, lui a rejoint la Wilaya 5, etc., etc. Ça, c'était un des contingents. Un autre contingent, lui, a été engagé dans ce qu'on a appelé la diplomatie de guerre. Oui. Parce qu'il fallait absolument, face à cette armée puissante, il fallait que l'on détruise le mythe de l'Algérie française et que l'État algérien n'a jamais existé. Oui. Donc c'était à des étudiants comme, malheureusement, ils sont tous des gens qui sont morts déjà, ils sont morts, des gens comme Saoud Aït Chalel, comme Karaman, comme Tayyib Lahrouf, etc. Ce sont tous des gens qui ont fait comprendre, surtout à des pays alliés de la France, comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc., qui ont fait comprendre aux opinions publiques que l'Algérie était un État qui a sauvé la France de la famine par son blé et qui a payé le prix pour cela.
l'endettement que la France ne pouvait pas couvrir. Et que de ce fait, nous étions en train de nous battre pour recouvrer notre souveraineté pour laquelle l'émir Abdelkader s'était battu. Donc on a choisi à ce moment-là, c'était des étudiants qui ont été choisis pour faire ce travail. Pour une mission bien précise, celle de la diplomatie de guerre. Chez les alliés de la France. Oui. C'est ça qui est remarquable. Ah, en plus, par exemple, de bureaux qu'on a ouverts à Tokyo, par exemple, ou à Delhi. Bon, et parmi les étudiants, il y avait des gens quand même qui étaient présents 2 ans après le déclenchement de la Révolution à la conférence de Bandung. Oui. Mohamed Sadiq Ben Yahya, rahimahullah, qui était étudiant lui aussi. Oui. Donc il y a eu, le FLN avait décidé de choisir des étudiants comme de gens qui avaient été déjà formés intellectuellement pour mieux diffuser le sens de la Révolution et les objectifs de la Révolution. Et là, il fallait faire un sacrifice énorme. Personnellement, j'ai eu le privilège d'avoir été représentant du FLN. Et heureusement, on m'avait envoyé comme assistant quelqu'un que je connaissais à Montpellier, Mohamed Kello, qui n'était pas anglophone, donc j'ai dû le former déjà sur le plan linguistique. Et du fait que la France avait préparé un dossier vicieux pour se débarrasser de moi. Et j'ai retrouvé récemment des traces dans les archives françaises qui ont signalé mon voyage dans la journée de Londres à Madrid et retour. Donc vous voyez que le service français était très bien. Et c'est pour ça que j'ai été convoqué une fois par notre ami Fenner Brockway qui m'a dit « Faites vos bagages et quittez immédiatement Londres ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que les Français ont demandé votre rapatriement, votre extradition ». J'ai dit « Mais je connais très bien la loi française, ils ne peuvent pas. On ne peut pas extrader pour des raisons politiques. » Et là, il m'a expliqué que les Français avaient fait un dossier au Sarh, bien sûr, comme si j'avais été un criminel qui avait assassiné sa logeuse à Montpellier, je ne sais pas quoi, etc. Donc j'étais contraint de quitter Londres. Et là, il se trouvait que, comme par hasard, j'avais eu la chance, au titre d'étudiant à l'époque à Montpellier, d'avoir une bourse Fulbright. Alors j'ai tout de suite saisi l'occasion pour me servir de cette bourse pour aller aux États-Unis. Oui. Alors à New York, ça serait une autre... très bien, fais ce travail-là au niveau de l'université américaine où tu es. Alors aux États-Unis, ça serait une autre aventure. C'est une aventure au niveau universitaire. J'ai continué de travailler au niveau universitaire pendant 2 ans. Oui. Et il y avait psychologiquement, il y avait cette espèce de gêne d'être là aux États-Unis, à l'aise, pendant que des gens mouraient chez moi. Alors j'ai quitté les États-Unis et j'ai rejoint les rangs de la LN. Alors, est-ce qu'au sein du mouvement estudiantin américain, il y avait la même perception des choses qu'en Angleterre? Les Américains... Vis-à-vis de la révolution algérienne, oui. Je parle du peuple américain. Oui. Ignorait tout de l'Algérie. Ils n'étaient même pas capables de la situer sur une carte. Ouais. Simplement pour vous faire un truc amusant, pour ainsi dire. Une fois, on avait organisé une petite conférence pour leur expliquer ce qui était notre cas. Et j'ai eu des questions absolument ahurissantes de cette dame, par exemple, qui lève la main et qui me dit « Est-ce que vous avez des frigidaires en Algérie? Est-ce que vous connaissez les frigidaires ?» Je lui dis « Madame, non. » Vous savez, je lui ai dit « Nous, en échange de la glace que vous avez en hiver dans le Maine, qui est un état très froid, la glace que vous nous envoyez pour conserver nos aliments, nous vous envoyons du sable pour des... » Mais il y a une méconnaissance incroyable, incapable de situer l'Algérie sur une carte. Donc, il a fait ce travail à faire au niveau des étudiants, qui étaient la future élite. Oui. Et c'est là que, même si ce n'était pas un étudiant, c'était un journaliste, c'est Abdelkader Chandali avait fait le même travail énorme et qui a abouti à la déclaration de John Fitzgerald Kennedy. Donc il y a eu le mouvement estudiantin a été d'un apport décisif pour la lutte de libération. Et dans les dernières années de la guerre de libération,
il y a eu au niveau du ministre des Affaires étrangères à l'époque, Karim Belkacem, Oui. il avait décidé de faire une sélection. C'est-à-dire que parmi les étudiants algériens, il y avait le passage obligatoire par la formation et l'action, mais ensuite, si on s'en sortait vivant, c'était de nous affecter à des postes comme le commissariat politique, parce qu'ils voyaient déjà en disant il faut préparer l'avenir. Donc nous avions, si vous voulez, un double. Et vous allez donc devenir un commissaire politique de l'ALN. C'est ça. Bon, après la formation, la FCB, après les premières opérations, zone opérationnelle Nord, etc. Donc je me suis trouvé affecté au commissariat politique avec beaucoup de mes frères, dont un est encore vivant, Nourdine Boukli, qui a été mon collègue dans l'ALN et qui par la suite est devenu secrétaire général premier secrétaire général du ministère de l'Agriculture, etc. Il y avait, lorsque vous voyez des jeunes étudiants comme Rachid Benitez, qui abandonne ses études pour rejoindre l'ALN et qui plus tard deviendra devenu un officier donc officier de marine. Oui. Et à ce propos, c'est pour vous dire et pour illustrer cela, lorsque j'étais envoyé en Tanganyika pour coordonner l'aide au mouvement de libération, le président Boumedienne avait, à l'époque ministre de la Défense, avait envoyé un bateau d'armement. Le commandant du bateau était français. Le président Boumedienne avait dit non. Il a enlevé tout l'équipage pour nommer un jeune officier de marine formé en Union soviétique, Rachid Benitez, et tout l'équipage était de jeunes Algériens, et qui ont fait tout le parcours pour venir à Dar es Salaam, qui est extrêmement périlleux, le passage de Bab el-Mandeb, etc., les récifs de Kouara, tout ce que vous voulez. Et lorsqu'ils sont venus avec cette cargaison d'armement, comme j'avais des relations très étroites avec les Tanzaniens, notamment avec le président Nyerere, je l'ai invité à venir voir le bateau. Et devant Rachid Benitez, il est resté étonné. Il a dit, mais c'est un gamin. Je lui ai dit, Mwalimu, parce que j'avais appris à parler swahili. Et Mwalimu veut dire le Moualim, c'était un instituteur. Je lui ai dit, Mwalimu, ce gamin, comme vous dites, à la fin de son stage dans l'Union soviétique, les soviétiques lui ont fait commander un dragueur de mine. Et là, Rachid Benitez a fait quelque chose d'insensé. Il n'y avait pas d'autre mot. C'est qu'au retour, quand on quitte Dar es Salaam, comme le long de la côte, il y a des récifs corailleux qui peuvent déchirer la coque d'un navire. Donc les bateaux vont au large de l'océan Indien pour ensuite prendre le cap vers Bab el-Mandeb. Lui a navigué de nuit entre le continent africain et les récifs de corail pour aller de Dar es Salaam à Mombasa. Lorsque les Tanzaniens ont appris ça, ils ont dit c'est pas possible. Seul un Algérien est capable de faire ça. Eh bien, Rachid Benitez était un jeune étudiant qui a sacrifié ses études pour s'engager très jeune dans la LN. J'ai beaucoup d'exemples comme ça. Il serait trop long d'avoir à les exposer en oubliant forcément. Vous évoquez le président Boumedienne, avec lequel vous avez fait un long parcours, vous avez travaillé longuement avec lui, et puis l'intérêt qu'il avait après l'indépendance évidemment, pour les étudiants était particulier. Absolument. Boumedienne, tel que je l'ai connu, était un homme qui faisait le pari sur la jeunesse. Pour lui, il disait, bon, nous aurons fait notre travail, maintenant il faut préparer la jeunesse. C'est eux qui vont reprendre le flambeau. Il ne faut pas qu'ils oublient le sacrifice de Chouhada Interana. Alors, ce qui fait qu'il attachait une importance particulière à la jeunesse, et la jeunesse algérienne était très enthousiaste. Par exemple, lorsqu'il a fallu faire la route de l'unité africaine ou le barrage vert, on a vu comment les jeunes étaient passionnés pour ces projets, oui. Et la meilleure preuve en est que, on sait que lors du décès du président Boumedienne, on a vu le comportement des jeunes. Ils étaient abattus, il y en a même qui se sont jetés.
C'est incroyable, incroyable. Mais je crois que le président Boumedienne, qui lui-même était un jeune finalement, il a été président de la République alors qu'il était dans la trentaine. Ouais. Et c'est ce qui a étonné, par exemple, Mandela, lorsqu'il est venu nous voir, en disant, mais vous êtes tous jeunes. J'ai dit, bien sûr, nous sommes tous jeunes, il y a la vigueur de la jeunesse, mais nous bénéficions de l'expérience de nos anciens. Vous voyez, il y a ce lien qu'on a créé, et ce n'est pas pour rien que, par exemple, l'actuel chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Chengreha, chaque fois qu'il parle de l'armée nationale populaire, dit la digne héritière de l'armée de libération nationale. Il n'y a jamais eu de rupture dans ce lien, et c'est toujours sur la base de la jeunesse. Et c'est ce que j'ai expliqué une fois à un diplomate occidental, parce qu'il pensait faire comme dans certains pays infiltrés notre système de défense. Et je lui dis, ne faites pas cette erreur. Il y a certains pays indépendants ont construit leur armée sur les anciens tirailleurs, les anciens tabors. Il a très bien compris. Oui. Je lui dis, nous, tous nos jeunes officiers sont issus du peuple, et ce sont tous des jeunes qui ont la même mentalité, le même amour du pays que les vieux dinosaures que nous sommes. Un avertissement était clair. Ne mélangez pas les choses. L'armée nationale populaire d'Algérie ne s'appelle pas populaire pour rien, parce qu'il y a toujours ces racines profondes avec le peuple. Alors, pour rester dans cette période après l'indépendance, en Afrique, il y avait encore donc des peuples sous domination coloniale. Oui. Je pense donc à la Guinée, au Cap-Vert et la révolution de Cabral. Lui-même était étudiant. Donc, est-ce que Cabral avait pris l'exemple des étudiants algériens, M. Djoudi? Écoutez, Cabral était tellement admiratif de la révolution algérienne, c'est lui qui a laissé la fameuse phrase que les musulmans allaient à la Mecque, que les chrétiens allaient à Rome, et que les révolutionnaires venaient à Alger. Alger, la capitale des mouvements de libération. Parce que dès le départ, bon, l'avantage qu'avaient la formation des premiers subsahariens, à partir de 1958-59, donc en pleine guerre de libération, c'était que les gens d'Angola, du Cap-Vert, etc., il y avait cette facilité qui était la langue. Donc on pouvait converser avec eux. Ça a été un peu plus délicat lorsqu'il s'est agi, par exemple, de former des éléments en provenance d'Afrique du Sud. Lorsque Mandela nous a contactés, etc. Mais la base est restée la même. C'est-à-dire que le mouvement de libération, vous savez, moi je vais le résumer simplement en une phrase. Lors du 50e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Et comme j'étais un ancien secrétaire général adjoint, j'ai été invité. Et là, 2 chefs d'État et un ancien secrétaire général, je n'en citerai qu'un, le président, le général Obasanjo, du Nigeria, m'avait dit quelque chose de fantastique. Il m'avait dit que l'Algérie avait été le flambeau de la libération de l'Afrique. On ne peut pas dire plus, venant d'une grande nation comme le Nigeria. Il y a cette conscience que chaque fois, l'empreinte de l'Algérie est là. Beaucoup plus tard, en 1974, lorsque j'étais ambassadeur au Nigeria, je me souviens qu'il y avait une espèce de... J'essayais un peu de sentir le peuple. Je voulais par exemple aller voir le fameux chanteur Fela Rance Kuti. Eh bien, lorsque vous êtes blanc, il y avait toujours une réaction de « non, c'est pour nous ». Et je dis à celui qui voulait m'empêcher de rentrer, je lui dis « You are the white man ». C'est vous le blanc. Moi, je suis algérien. Ah, Algérien. Vous voyez, tout de suite, le nom d'Algérie, on s'est occupé de moi, la meilleure table, etc. Il y a ce sentiment très fort
de ce que l'Algérie a apporté dans le mouvement nationaliste en Afrique. Et aujourd'hui, on est en train de vivre exactement la même expérience. Vous savez, en dehors de certaines déclarations, lorsque vous parlez à de jeunes Africains, avant ce qui s'est passé, les coups d'État dans le Sahel, etc., j'ai eu l'occasion à l'hôpital, par exemple, de voir des jeunes affrimés originaires du Sénégal, Côte d'Ivoire. Tous critiquaient la présence française. Il y avait déjà ce sentiment, et quand ils voyaient un Algérien, on nous adoptait. Vous savez, moi j'avais en Afrique, il m'arrivait quelquefois de tellement intégrer que je parlais avec l'accent en disant « Eddie dans toi ». Vous voyez, un accent africain. Et puis un frère tunisien, un interprète, qui a voulu faire la même chose. Et le Guinéen l'a insulté en lui disant « Toi, le toubab, le petit blanc, etc. » Il n'a pas compris. Et je lui dis « Tu sais, moi, il ne me considère pas comme un blanc, il me considère comme un Africain. » C'est pour ça que lorsque je parle avec l'accent sénégalais ou autre, ils n'en prennent pas au ombrage. Au contraire, pour eux, c'est l'Algérie, c'est l'Afrique. Et ça, les étudiants, d'ailleurs, lorsqu'on parle d'étudiants, je me souviens aussi que nous avons eu au niveau, le futur président Boumedienne à l'époque avait insisté pour que dans les postes sensibles pour la libération de l'Afrique, que l'on mette des anciens de l'ALN, par exemple à Brazzaville, pour l'aide à l'Angola. Il avait nommé un capitaine de l'ALN, il s'appelait Allah Rahmou Saleh, capitaine Abdelaziz Qara. Au Sénégal, on avait envoyé un ancien de l'ALN aussi, qui lui aussi s'appelait Qara, mais un autre. On gagnait de Sékou Touré également, c'était un ancien de l'ALN, Moussaoui. Mais les gens que nous avons formés, vous savez, il y a des choses, vous savez, l'être humain, quelquefois, des attitudes que l'on comprend très mal. Le ministre des Affaires étrangères actuel du Mali, nous savons pourquoi, mais c'est un homme qui a été formé à l'ENA. Vous savez, le système des transmissions de la Guinée a été formé en Algérie, par les Algériens. Et lorsqu'on m'a demandé d'aller présenter mes lettres de créance c'était à Sao Tomé, qui avait changé entre-temps, il a fait complètement. Et j'arrive là-bas, et qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, écoutez, j'ai vu que vous avez là-bas quelque chose d'énorme, c'est l'émetteur que l'Algérie a installé pour vous, c'est grâce à cet émetteur que votre présidence a des relations. Nous avons par exemple au niveau d'Accra. À Accra, nous avons un émetteur énorme qui est toujours là-bas à notre ambassade. Parce que Kwame Nkrumah avait décidé que le FLN serait représenté comme une ambassade de plein pouvoir. L'ambassadeur avec son drapeau, ses immunités. Dès 58. C'était France Fanon. C'était France Fanon. Et en Guinée, c'était le commandant Osdir, c'est Omar. Oui. Alors, cette expérience, l'engagement des étudiants, Monsieur Djoudi, a rayonné également dans les capitales occidentales. Donc, oui. Pas seulement en France, mais c'est en Allemagne. Vous avez évoqué Londres, mais aussi donc, dans toutes les autres capitales. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Keraman en Allemagne a été par 2 fois victime de tentatives d'attentat de la Main Rouge, des bombes. Taïb al-Hrouf, en Italie, oui. Ce sont 2 enfants italiens qui sont morts de l'explosion de la bombe. C'était le seul jour, le seul jour où je ne sais pas pour quelle raison, il avait retardé sa sortie, alors que d'habitude il est très ponctuel. Et la bombe a explosé parce qu'un un enfant italien, il jouait au foot, le ballon est allé sous sa voiture, il est allé chercher sur la voiture, il a vu un fil qui pendait, il a tiré dessus, il a été tué dans l'explosion. Alors, il y a eu une action, il y a beaucoup de professeurs, le futur docteur, M. Odey Tchalal, l'un des fondateurs de GEMA d'ailleurs, qui lui aussi a fait un travail remarquable. Et vous savez, la liste est assez longue. Par exemple, le mouvement estudiantin
a toujours participé à de grandes rencontres estudiantines, par exemple au niveau de Prague, Oui. au niveau des pays de l'Est, par exemple, nous avons eu beaucoup de contacts. Et on a également assisté dans des réunions qui étaient dans le monde occidental. Par exemple, je sais qu'après mon départ, je sais par exemple que les scouts algériens ont contribué, ont été au niveau du Jean Bourré en Grande-Bretagne, Oui. mais avec le nom de scouts musulmans algériens, c'est-à-dire à l'époque de la colonisation. Lorsque vous pensez, par exemple, lorsque je disais le génie de la Révolution, c'est de ne pas avoir tenu compte de votre origine ethnique ou religieuse. Lorsque vous pensez, par exemple, que le chef de la délégation du FLN en Amérique latine était un abbé chrétien, et l'Amérique latine catholique a évidemment été marquée par son passage. Et dans la délégation, c'était des étudiants à Bandung. S'il y avait Ahmed comme leader, mais il y avait des étudiants qui s'appelaient Mohamed Sekh Belhia, etc. Enfin, il y avait puis au Moyen-Orient également. J'ai oublié son nom. Puis au Moyen-Orient également, M. Joudi. L'Égypte, l'Irak, la Syrie. Oui, bon, au Moyen-Orient, c'était presque quelque chose d'automatique. Je veux dire que, vous savez, l'influence de Gamal Abdel Nasser a été fondamentale. Parce que dès le début, il a soutenu notre révolution. Et quelles que soient les motivations, je ne veux pas rentrer dans le motivation. Exactement. Je ne retiens que le fait qu'il a été engagé. À nos côtés, d'ailleurs, il l'a très bien marqué au niveau de Bandung. Et vous avez, par exemple, nous avons eu beaucoup d'étudiants qui, dans la préparation de la future Algérie indépendante, il y a eu des étudiants en Égypte, au Caire, en Irak, en Jordanie, etc. Monsieur Nourdine Djoudi, les étudiants algériens ont ainsi inscrit leur engagement dans la longue histoire du peuple algérien pour son indépendance, que ce soit dans les maquis aux côtés des Djounoud de la LN ou bien un peu partout dans le monde. Nous arrivons au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes diplomate et ancien membre de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Je tiens à remercier également toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنات نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنات نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة كم غرقنا في دماءها واحترقنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المؤجل كم غرقنا في دماءها واحترقنا في حماها في السماء في عبير المهاجر نحن طلاب الجزائر نحن للمجد هنا